Lecteur, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne. Donc une petite vidéo pour te faire un retour de lecture sur la religieuse. Alors pour la petite histoire, parce que c'est quand même très comique, j'ai un livre où il y a marqué lecture à l'envers, mais bon, soit. Et j'utilise ce petit livre, comme peut-être je l'ai déjà montré, pour écrire mes retours de lecture. Et comme ça, voilà, par exemple, là, on voit mon avis, etc. Je mets mon petit plan. Sauf que, par moment, je n'ai pas forcément ce bouquin sous la main. Et donc, j'écris dans un autre livre. Comme là, par exemple, où c'est marqué « La religieuse ». Et c'est un livre que j'ai reçu par The Artist Academy quand j'ai fait un masterclass de théâtre avec Eric Emmanuel Schmitt, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Et donc, je me dis, mais j'ai fait un retour sur la religieuse, c'est pas possible, je l'ai écrit, je m'en rappelle bien, mais où est-ce que je l'ai écrit? Alors, je cherche dans mon calepin, 2 fois, rien. Je cherche dans l'autre calepin où je mets toutes mes autres notes, rien. Je cherche dans un autre encore en me disant, là non plus, il n'y a rien, j'ai pas écrit depuis un petit moment dedans. Et à un moment, le franc est tombé et je l'ai retrouvé. Voilà. Donc, tout ça pour que nous parlions de la religieuse et nous sommes à 1 minute 30 de vidéo. Alors, est-ce que j'ai le résumé ici sous la main? Non. Alors, je vais être obligée de faire une petite pause pour récupérer le résumé parce que je n'ai pas... Là, j'ai juste la couverture, mais je n'ai pas le 4e de couverture. Oh, bon, on n'est plus à ça près maintenant, hein. Alors donc, j'arrive pour aller chercher le résumé. Voilà, voilà. Alors donc, au XVIIIe siècle, Suzanne Simonin est contrainte par ses parents de prononcer ses vœux au terme de son noviciat. En effet, pour des raisons de dot qui pénaliseraient ses 2 autres sœurs, ceux-ci ont préféré enfermer leur fille au couvent. En réalité, Suzanne est une enfant illégitime et sa mère espère, en l'écartant, expier sa faute de jeunesse. C'est dans la communauté des Clarisses de Longchamp qu'elle rencontre la supérieure de Mauny. Celle-ci, une mystique, se lie d'amitié avec la jeune fille avant de mourir. La période de bonheur et de plénitude s'achève pour l'héroïne avec l'arrivée d'une nouvelle supérieure, Sainte Christine. Au courant que Suzanne désire rompre ses vœux et que pour ce faire, elle a intenté un procès à la communauté, la supérieure opère un harcèlement moral et physique sur Suzanne. L'infortunée subit de l'ensemble de la communauté, à l'instigation de la supérieure, une multitude d'humiliations physiques et morales. En perdant son procès, Suzanne est condamnée à rester au couvent. Cependant, son avocat, maître Manoury, touché par sa détresse, obtient son transfert au couvent Sainte-Trope. Au terme de son calvaire, Suzanne pardonne à ses bourreaux tout en continuant à poursuivre ses réflexions éminemment subversives sur le bien fondé des cloîtres et de l'univers conventuel. Son arrivée dans la communauté de Sainte-Trope marque le début de l'épisode le plus fameux de la religieuse. En effet, cette période est caractérisée par l'entreprise de séduction de la supérieure à son égard. Celle-ci sombre dans la folie devant l'indifférence et l'innocence de la chaste Suzanne. Consciente de la dangerosité de ses désirs pervers qu'elle ne peut refouler, elle se livre aux lacérations et aux jeûnes avant de mourir démente. Incapable de rester plus longtemps cloîtrée, Suzanne réussit à s'enfuir du couvent. Dans une conclusion à peine esquissée, l'auteur nous fait comprendre que Suzanne, dans la clandestinité, attend l'aide du marquis de Croixmare et vit dans la peur d'être reprise. Là, c'est vraiment le résumé intégral de l'œuvre, hein, c'est pas le 4e de couverture. Voilà. Je ne sais pas quoi faire puisque... comment? J'ai tout raconté. C'est très con, hein. Alors, donc, on va quand même suivre le petit schéma habituel parce que, quelque part, normalement, la religieuse, c'est une œuvre qui est assez connue, que peut-être tu as étudiée en classe, lecteur-lectrice. Et donc, au niveau de la partie narrative, c'est sœur Suzanne qui raconte toute son histoire. Avec, c'est vrai, une certaine naïveté à beaucoup de moments et une grande candeur et cette
cette générosité chrétienne qui, moi, m'a fait dire par moments mais réveille-toi, Fifi, c'est pas possible de te laisser traiter comme ça. Même si tu dois tendre la joue à ton prochain, etc., etc., il y a quand même un moment où tu peux pas laisser les choses prendre une telle ampleur. C'est pas possible. Et après, quand on se remet dans le contexte du 18e, on se dit, bah ouais, mais en même temps, voilà quoi, à l'époque, les filles, elles étaient éduquées comme ça. C'était sois belle et ferme-la, fais un beau mariage et tout le monde sera content. Et pond des gosses aussi, bien sûr, de base, surtout qu'elle faisait partie quand même de la petite noblesse. Oui, je vais donner clairement mon avis de féministe, hein, désolée, mais ça ressort. Mais en même temps, on est au 18e aussi, hein, donc voilà. C'est pas dans le même, on n'est pas au 21e non plus, hein. Mais en attendant, justement, c'est un roman assez révolutionnaire par rapport à tout ça. Au niveau donc du sujet de l'œuvre, bah, comme il disait dans le résumé, c'est beaucoup, beaucoup par rapport à la religion, l'utilité des couvents, le rôle des couvents, et puis il y a aussi quand même le questionnement de est-ce que c'est parce qu'on est le supérieur de quelqu'un qu'on peut tout se permettre. Faut pas oublier qu'à l'époque de l'Antiquité, par exemple, la loi romaine permettait que le père avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. Là, au XVIIIe, le père a le droit de vie et de cloître sur ses enfants. Enfin, surtout sur ses filles, parce que les garçons, on les gardait, même si souvent le premier, il héritait de tout, le deuxième, devenait curé. Donc, vie et de cloître pour tous les enfants. On est généreux dans ces cas-là. On colle tout le monde au couvent en religion. Comme ça, voilà, ils sont placés. Hop, hop. L'aîné, lui, il est bien né, donc il récupère tout. Et les autres, eh ben, écoute, hein, voilà, et c'est réglé. Désolée pour ce geste, mais c'est vraiment ça. De temps en temps, il faut se lâcher, ça fait du bien. Alors au niveau des éléments du récit, bah, c'est très chronologique et donc elle explique, comme ils disent dans le résumé, son arrivée au couvent où elle ne veut pas rester. Elle reste et elle est cocoonée par cette sœur, comment elle s'appelle déjà cette gentille sœur? Elle est complètement cocoonée par la gentille sœur. Il ne donne pas son nom. Mais après, bah, une fois qu'elle meurt, cette mère supérieure, qui était quelque part sa nouvelle maman de substitution, c'est Sainte Christine qui arrive, et Sainte Christine, elle est très rigoriste, et pour elle, voilà, tu t'es engagé chez les Clarisses, eh bien tu y restes, et tu appliques la règle. Tu n'as pas le choix, tes parents ont décidé de te mettre ici, tu n'as rien à dire, tu appliques la règle, sois contente d'être en religion dans ce couvent, tu es nourrie, logée, blanchie, tu travailles, tu pries, tout va bien, donc voilà. Et étant donné que Suzanne se révolte en disant non, 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 je ne veux pas aller je ne veux pas rester au couvent, moi je veux me marier, avoir des enfants et avoir une vie entre guillemets normale, pour elle en tout cas, elle intente un procès pour dire non, je ne veux pas rester, faites en sorte de me faire sortir. Et bah, ça ne marche pas parce que elle, elle va à l'encontre complète des règles établies. Et à l'époque, quand on rentre au couvent, on n'en sort pas. C'est très rare. Il y a une époque, mais c'est au XIVe siècle, où on avait ce qu'on appelait les béguines, qui, elles, n'étaient pas en religion, mais par contre, elles vivaient entre elles. Elles allaient à la messe, elles allaient soigner, elles allaient aider, elles allaient travailler, et elles vivaient dans un espèce de cloître, mais en étant libres. Donc, elles pouvaient partir du jour au lendemain parce qu'elles se mariaient. Mais après, ça a été aboli par je ne sais plus quel roi, et après, on est parti dans les cloîtres avec la rigueur habituelle, et là, c'était terminé, quoi. Une fois qu'on y est, on y reste. Donc on n'a surtout pas le droit de dire qu'on n'a pas envie d'y rester, et encore moins de dire qu'on n'y est pas heureux. Le thème de ce livre, c'est la culpabilisation, en permanence. La culpabilisation parce qu'elle est née femme, elle est née à la mauvaise place, et en plus, mais ça c'était pas vraiment de sa faute, elle n'a pas le bon père. C'est ballot. Donc du coup, bah, étant donné qu'il n'y a pas d'argent pour sa dot, en plus le père ne va pas tenter de se saigner pour elle parce que c'est pas sa vraie fille, c'est pas sa fille de sang. À cette époque-là, le sang a énormément d'importance.
Donc du coup, la seule solution qui reste, c'est d'aller au couvent. Et oui, c'est sa mère qui a fauté et qui l'a conçu avec un autre homme, mais c'est elle qui paye la faute de sa mère. À propos de mon avis, même s'il y a déjà énormément de choses qui sont ressorties par rapport à ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, même avec les gestes, justement, c'est la violence. Et c'est pour ça que je me suis permis un geste aussi violent, c'est que c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout au long de la lecture de ce livre. J'ai mis un certain temps à le lire et à le terminer. Bon, après, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout du livre, parce que c'est quand même un classique. Et je voulais aller jusqu'au bout de cette histoire, mais j'ai eu du mal, hein. Parce que il y a la violence psychologique vis-à-vis de cette fille qui, comme je disais, n'est pas légitime, qui doit expier le péché de sa mère. Et donc, elle se fait culpabiliser, quelque part, d'être née et de refuser cette vie à laquelle elle est condamnée malgré elle. Suzanne est une victime. Je suis en train de lire ce que j'ai noté parce que je m'étais bien défoulée en plus en écrivant ça. Elle est victime de sa famille, elle est victime de la maison religieuse où elle va en premier et donc de cette sœur Marie-Christine qui ont tout pouvoir sur elle et qui en profitent largement. Mais des sévices, même au XVIIIe siècle, c'était de la pure torture. Je pense qu'on faisait subir ce genre de choses aux sorcières ou aux criminels. Mais oui, oui, elle est criminelle. Elle est considérée comme criminelle, donc du coup, on a le droit de lui faire tout ce qu'on veut. En gros, c'est ça. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était un livre féministe. Alors, c'est écrit par un homme, encore une fois, au XVIIIe siècle. C'était un philosophe des Lumières, hein. Diderot, c'était aussi, je l'ai dit un peu plus tard, là je suis en train d'anticiper, mais il a créé l'encyclopédie avec d'Alembert, qu'ils ont même imprimé, parce que l'imprimante date de 1492-1492. Et donc, ils ont voulu figer le savoir dans des livres. Les livres, à l'époque, valaient très très cher. Et donc, il nous dépeint des tableaux qui sont extrêmement violents avec une précision qui donne froid dans le dos. Ce roman est écrit sous forme de lettres de la sœur Suzanne et il raconte la vie d'une jeune femme qui entre en religion malgré elle à cause du chantage affectif. D'ailleurs, ce qui m'a choqué le plus, c'est que ce chantage est exclusivement féminin. Il vient de sa mère et de ses sœurs. Donc, elle doit se sacrifier. Elle a été choisie. Les trois autres ont fait un pogo. Elles ont dit, oh bah, tiens, ça va tomber sur Suzanne, ça tombe bien, c'est la petite dernière. Donc, elle n'a pas le droit de se marier ni d'avoir des enfants. Et la question de survie est bien abordée. D'ailleurs, ils lui disent clairement que, écoute, tu vas pas au couvent, tu vas à la rue. Et là, tu vas vendre tes charmes parce que tu ne pourras pas survivre autrement. Donc voilà, qu'est-ce que tu préfères? Aller t'enfermer dans un couvent ou te faire passer dessus par n'importe qui et mourir d'une maladie quelconque après t'être fait violer plusieurs fois par jour? D'ailleurs, je me suis demandé, parce que la question de survie y est souvent abordée, mais moi je me suis demandé comment elle a pu supporter de tels tourments. Certaines auraient fui en se suicidant, même si c'était péché mortel, ou en se réfugiant dans la folie pour ne plus avoir conscience de la situation. Elle a été privée de manger, on lui marchait dessus, on lui donnait même pas l'hostie. Si elle avait à boire, ça pouvait être de l'urine, c'était de l'eau croupie, c'était assez abominable. Elle a subi vraiment des sévices corporels et une torture psychologique d'une violence extrême. Et alors après, donc quand elle part dans un autre couvent, là, on part dans le sens complètement inverse, c'est-à-dire qu'elle est séduite par une mère supérieure lesbienne, mais elle ne comprend pas. Parce qu'il est aussi question de l'éducation des femmes. Et cette pauvre jeune fille, étant donné qu'elle ne va pas se marier, on ne lui explique rien de la sexualité. Elle d'ailleurs, la religieuse, enfin la mère supérieure, elle est gentille, elle lui fait des câlins. Elle lui fait des câlins, des caresses et tout. Oui, elle lui caresse la poitrine. Elle est très très affectueuse. Et puis voilà, basta. Ça lui vient même pas à l'esprit que l'autre a un désir sexuel pour elle. Elle ne sait pas ce que c'est.
et vu qu'elle n'a pas été éduquée sur le sujet, et donc elle n'est pas armée par rapport à tout ça. Et comme c'est dit dans le résumé, Diderot écrit ici une œuvre anticléricale. C'était en 1770, 1770, je le rappelle. Ça a été publié à titre posthume et ça a été publié quand même pas très très tard par rapport à la date de sa mort, mais c'est assez surprenant parce que c'était quand même un livre très très subversif. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde. 1796. Donc voilà, c'est quand même 26 ans après sa mort, mais on est quand même en plein 18e. Faut pas oublier que début 19e, justement, ça va être toute la période de chasteté avec... c'était Victoria qui disait qu'une femme honnête ne jouit pas. Donc voilà, c'est quand même un livre très très subversif, surtout pour l'époque. N'oublions pas. Et il est très moderne pour nous, puisque nous sommes concernés actuellement, que ce soit au niveau de la religion, où certains veulent enfermer les croyants dans des dogmes, ou que ce soit au niveau de la condition de la femme, que l'on enfermait. Et on les enfermait parce qu'elles ne correspondaient pas aux critères de la société, soit parce qu'elles n'étaient pas assez riches, soit parce qu'on ne pouvait pas leur offrir une situation, ou alors parce qu'elles étaient mal nées, notamment par exemple parce qu'elles étaient illégitimes, et malheureusement, ça se savait. Il n'y avait pas de test ADN à l'époque, mais on pouvait quand même le savoir, vu que la mère avait parlé. C'était gênant. Et donc, ces femmes étaient obligées de vivre entre elles étaient cloîtrées, et elles vivaient une vie qu'elles subissaient parfois par manque de passion. Parce que oui, c'était un siècle extrêmement religieux. À l'époque, on était catholique, basta. Bon, il y avait des protestants, mais c'était plutôt dans d'autres pays, parce qu'il y a eu quand même énormément de... Il y a eu la guerre des religions au XVIe siècle, 1500 et des poussières et compagnie. Mais faut pas croire que ça s'est arrêté, hein. Il y a eu la révocation de l'édit de Nantes avec Louis XIV en fin 1600 et des poussières. Et donc, il faisait pas toujours bon ton d'être protestant du côté de la France quand même, hein, faut le dire clairement. Donc on était catholique. Et si on allait au couvent, on pratiquait la religion et on se taisait. Certaines choisissaient la voie de la religion et du couvent par dépit, ou alors pour fuir un mauvais mariage, ou éviter une mort en couche. Parce que, voilà, le problème, c'était aussi que les accouchements, à l'époque, étaient particuliers. N'oublions pas que souvent, les remèdes tuaient plus qu'ils ne soignaient à cette époque. Donc, la femme, soit elle mourait pendant l'accouchement, alors soit elle chopait un microbe, ou l'accouchement se passait pas bien, ou quoi, donc voilà, elle y passait. Si elle n'avait pas de chance, c'était au bout du 7e, 8e enfant. Soit elle attrapait une fièvre par la suite, comme par exemple la femme de Henri VIII, c'était la 3e femme. J'oublie son nom, mais donc elle a donné naissance à un garçon et tout, pas de problème. Après, elle a attrapé une fièvre, elle a dégagé en une semaine. Voilà. Donc justement, ce livre m'a beaucoup remué. Et comme je disais, j'ai mis beaucoup de temps à le lire parce qu'il est extrêmement violent. Après, c'est toujours, moi en tant que femme, je réagis aussi, alors pas uniquement en tant que femme féministe, mais je me suis mise un peu à la place de cette pauvre fille. Ça fait peur. Ça fait quand même très très peur. Et on se dit, mais comment a-t-elle survécu? Diderot voulait vraiment décrire toute la condition parce que il a eu une sœur qui était en couvent. J'espère pour elle qu'elle n'a pas vécu tout ça. Mais par contre, oui, il est allé très très loin dans la description des sévices qu'on pouvait faire subir aux filles, aux sœurs, là-bas. Et donc voilà. Alors, à recommander à qui? À ceux qui s'intéressent à la cause féminine, à ceux qui veulent redécouvrir les classiques avec une certaine maturité, parce que c'est vrai qu'on ne va pas avoir le même avis quand on a 18 ans et qu'on est obligé de le lire, parce que ça fait partie du cursus, et quand on a plus de 40 ans et qu'on le lit par choix, avec un certain recul, c'est-à-dire une bonne vingtaine d'années de plus. Et puis, justement,
en ayant vécu un certain nombre de choses, en ayant appris pas mal de choses autour de soi, et en se disant « Ah ouais, quand même !» Et aussi ceux qui s'intéressent à la philosophie, parce qu'ils parlent d'énormément de choses. Ils parlent du concept de liberté, ils parlent du concept de choix, de la pratique de la religion, de l'éducation des femmes, justement du fait qu'il y en a une qui a du désir pour l'autre, mais l'autre n'y répond pas parce qu'elle ne sait pas. Du coup, celle qui a du désir pour l'autre, elle se fait, mais alors, mettre plus bas qu'à terre parce que elle n'a pas des désirs sains, c'est pas naturel, c'est pas normal, donc voilà. Même quand elle va à confesse, elle se fait mettre plus bas qu'à terre. Et du coup, après, ça tourne, et au bout d'un moment, elle par contre, cette mère dont j'ai oublié le nom, elle devient folle. Parce que il y a un moment où elle lâche tout, et voilà, c'est la seule solution qu'elle trouve. Non, c'est pas mis non plus son nom, et je l'ai pas noté. Mais voilà, et donc cette brave Suzanne, elle finit par réussir à s'enfuir. On ne sait pas exactement si elle se marie avec le marquis en question, s'il arrive à trouver à la marier ou pas, ça s'arrête là. Et puis il y a tout un long chapitre qui explique un peu l'œuvre de Diderot. Moi je le connaissais pour l'encyclopédie, je le connaissais pas pour ce genre d'œuvre, même si je savais qu'il avait écrit d'autres histoires, qu'il avait écrit des romans. Et notamment il y a aussi un film qui est sorti, que j'avais vu un petit peu, mais alors j'avais arrêté de le regarder parce que j'ai dit « Waouh, c'est violent quand même ». J'ai fait mieux, je l'ai lu. Donc l'imagination est pas mal. Et donc, oui, à recommander à ceux qui aiment bien les thrillers et les scènes assez violentes. Là, je pense que vous en aurez pour votre lecture, il n'y a pas de problème. Voilà, eh bien, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là, surtout dans la violence de mes paroles ou de mes gestes. Et je t'invite à écouter ma petite présentation qui arrive juste après cette vidéo. Moi, je te dis à très vite pour d'autres lectures ou d'autres vidéos, parce que je ne suis pas qu'une grande lectrice qui fait des retours de lecture, je suis aussi une autrice qui a d'autres activités. À très vite! Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good, en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.